Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième saison des agri-webinaires qui porte sur le sol, plus particulièrement préserver et enrichir nos sols agricoles avec un focus sur l'érosion et la fertilité de nos sols. Alors au sein du programme aujourd'hui, nous sommes à notre troisième épisode qui va prendre un petit peu plus de recul par rapport à la thématique de l'érosion. On va avoir une approche bassin versant, donc de l'amont à l'aval, protéger nos sols avec une approche bassin versant qui sera dispensée par Louis Delamotte. Et donc, on vous rappelle d'ores et déjà que il y a plusieurs épisodes qui vont aborder la préservation des sols, et on vous donne déjà rendez-vous pour dans 15 jours, le 30 octobre, sur l'observation de la qualité de nos sols agricoles avec Greenotech. Alors, dans les rappels pour le fonctionnement de ces agri-webinaires, on vous rappelle que ceux-ci sont enregistrés, que les présentations et l'enregistrement sont mis à votre disposition. Donc, on a une chaîne YouTube du SPORNE où vous avez le replay, et la présentation en PDF est disponible sur le portail Wallakis. Alors, par défaut, les participants ont la caméra et le micro coupés, mais on vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous via l'onglet Conversation et directement poser vos questions dans l'onglet spécifique questions-réponses. Et donc, c'est peut-être contre-intuitif, mais on a identifié que dans cet onglet questions-réponses, c'est en haut que vous devez démarrer une nouvelle discussion, et c'est pas comme dans les conversations où ça se met en bas. Donc voilà, il faut bien être vigilant par rapport à ça. Si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors au programme, on aura une présentation de 45 minutes, et on a bien évidemment prévu un moment où on va récolter vos questions pour les échanger avec notre orateur, qui est Louis Delamotte. Et donc Louis est conseiller dans la nouvelle cellule qui a plus ou moins 2 ans, je pense, de la protection des sols de chez Natagriwal. Et donc je lui cède la parole. À tous, je vais commencer par partager mon écran. Voilà, il est en Voilà, plein écran. parfait. Bien, merci Florence pour l'invitation d'une part, et pour me permettre de partager un petit peu ce qu'on fait dans l'équipe protection des sols au sein de Natagriwal. Alors, peut-être un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Natagriwal. Donc Natagriwal, c'est une association qui a maintenant une dizaine d'années, un petit peu plus, qui historiquement a encadré et encadre toujours le programme et l'encadrement des méthodes agro-environnementales et climatiques. Et donc, on a des équipes de conseillers qui interagissent avec les agriculteurs sur ces questions partout en Wallonie. Euh, et également aussi sur d'autres missions, comme l'encadrement des projets de restauration en zone Natura 2000, etc. Depuis maintenant environ 1 an et demi, le gouvernement wallon nous a confié une nouvelle mission avec une nouvelle équipe de conseillers spécialisée dans la protection des sols, dont le mandat est à ce moment-là de rencontrer les agriculteurs, soit à leur demande, soit à la demande des communes, pour mettre en place des mesures de protection des sols, à la fois pour lutter contre les coulées boueuses, mais aussi plutôt en préventif pour mieux protéger les sols face à l'érosion. L'équipe est active donc sur l'ensemble du terrain, avec des divisions par zone géographique. Et donc vous avez ici l'équipe actuelle qui travaille sur le terrain aujourd'hui. Vous voyez évidemment que toutes les zones n'ont pas la même taille, mais c'est logique parce que la problématique, on va dire, de l'érosion n'a pas la même ampleur dans le nord de la région que dans les zones plus au sud. Mais dans tous les cas, tous les agriculteurs et toutes les communes peuvent faire appel à nous pour avancer sur ces questions. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, les agriculteurs peuvent directement nous contacter, et à ce moment-là, on intervient à leur demande pour discuter avec eux et mettre en place des solutions sur leur parcelle. Et nous sommes aussi également mandatés
par le SPOE, donc via la cellule GISER, pour rencontrer, et donc à ce moment-là, on fait de la prospection, les agriculteurs dans des bassins versants qui ont été diagnostiqués suite à des problèmes de coulée boueuse. Et ce travail est réalisé à la demande des communes. En termes de temps de travail, on va dire, ça correspond près à un tiers à la demande des agriculteurs et deux tiers, en tout cas aujourd'hui, à la demande des communes. Alors, on travaille, comme le titre de ma présentation le suggère, avec une approche bassin versant. Donc vous avez ici une représentation graphique d'un bassin versant existant, donc du côté de Chastres, qui est un bassin qui a été étudié notamment à Jean-Blou Agrobiotech depuis maintenant plusieurs années, au niveau de son fonctionnement hydrologique, etc. Et quelque part, si je devais résumer notre métier en un slide, ben, ici vous avez une situation d'un bassin versant réel tel qu'il était emblavé, je pense que c'est en 2023, enfin peu importe, dans une année de référence. Et nous, notre job, quelque part, c'est d'essayer d'aboutir à ceci. Alors, on pourrait jouer au jeu des 7 différences, hein. Il y a pas mal de différences entre les deux représentations. Euh, je vais un petit peu les souligner. Donc, évidemment, ça ne se voit pas sur le bassin versant. On parle, on discute avec les agriculteurs, on intervient sur les questions vraiment du sol, donc tout ce qui concerne les pratiques culturelles. Mais si vous avez l'œil observateur, vous voyez qu'il y a une des parcelles, notamment, dans laquelle on a changé le sens du travail du sol. Et donc, évidemment, il y a toute cette dimension des pratiques culturelles qui peuvent permettre de contribuer à une meilleure protection des sols contre l'érosion. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais ce sujet a quand même aussi été déjà pas mal abordé lors des webinaires précédents. Nous travaillons évidemment sur la réorganisation aussi, en tout cas, on essaye des cultures dans l'espace et dans le temps, parce que, et donc de nouveau, si je reviens sur l'ancienne structure, vous voyez qu'il n'y a pas que des aménagements, il y a aussi eu une réflexion sur les emblavements, parce qu'on sait que quand on a des emblavements en cascade le long des pentes, avec des cultures d'un bloc par exemple, ça peut causer des soucis accrus si ce sont des cultures sensibles, comme les pommes de terre, etc. Donc on a essayé de recréer un effet de mosaïque sur cette représentation graphique. Euh, et pour lesquels nous mobilisons également des aménagements qui peuvent être différents en fonction de la zone dans laquelle on se situe. Donc on travaille notamment avec des bandes enherbées, évidemment des plantations, et alors des aménagements plus spécifiques, comme les fascines par exemple, qui peuvent aussi avoir leur rôle. Ce dessin n'est pas exhaustif. Je vous présenterai au fur et à mesure de la présentation d'autres leviers que nous pouvons utiliser sur le terrain. Et donc, le job des conseillers, c'est vraiment d'essayer d'avoir cette approche. Alors là, on est dans un cas fictif, hein, c'est un exercice que nous avons fait, on va dire, théoriquement. Le défi, bien entendu, c'est de rencontrer tous les agriculteurs qui sont concernés par la problématique et d'essayer, par discussion, négociation avec eux, de se rapprocher d'une situation comme celle-ci qui serait hydrologiquement plus intéressante et qui permettrait de réduire les risques de façon significative. Alors, on n'est pas démunis en termes de financement, c'est important de le souligner, notamment pour les agriculteurs, s'il y en a qui nous suivent, c'est que le service que nous proposons, nous proposons aussi aux agriculteurs et réalisons les dossiers pour toutes les possibilités de financement qui se cachent derrière en principalement les aménagements. Et donc, on mobilise les enveloppes des investissements non productifs de la PAC, des éco-régimes et des mesures agro-environnementales, comme le Matagriwal l'a toujours fait, mais à des fins vraiment ciblées de protection des sols, et également les subsides à la plantation. Et donc, les conseillers font les dossiers et accompagnent administrativement les agriculteurs pour qu'ils puissent obtenir leur subsides. Alors, je ne reviens pas, l'objectif ici n'est pas de revenir sur la théorie, parce qu'elles ont déjà été quand même pas mal abordées notamment par Hélène Cordonnier dans le premier webinaire et par Monsieur Boivin lors du second webinaire. Donc tout ce qui était impact de la pratique culturelle sur la qualité structurelle du sol a déjà été pas mal abordé. Ça veut pas dire que, mais je tiens à souligner que c'est évidemment une de nos fortes préoccupations. Et alors tout ce qui concerne les investissements non productifs, je vais quand même en parler, mais on va dire que la description administrative a déjà été faite également lors du premier webinaire. Alors, comment est-ce que nous travaillons?
Euh, eh bien, lorsque nous avons un dossier, la première chose que nous devons faire, je reviens toujours avec mon bassin versant, c'est d'identifier ce qu'on appelle la zone contributive. Alors, quand on est dans une situation où il y a eu des dégâts, en général, on va d'abord se repérer au niveau du point bas, c'est-à-dire l'aval, et à partir des lignes de crête, on va dessiner ce qu'on appelle le bassin versant. Ce n'est pas un bassin versant hydrographique, évidemment, hein, mais, ou le sous-bassin, en tout cas, on pourrait aussi appeler ça la zone contributive. Donc, c'est-à-dire que toutes les gouttes d'eau qui tombent sur cette zone vont, à un moment ou à un autre, se retrouver à l'exutoire. Et c'est bien ça dont on parle quand on parle de bassin versant. Et dans ce bassin versant, en fait, on identifie des zones différentes dans lesquelles on va agir de façon différente. Et ça, c'est quelque chose d'important à rappeler. Donc, si on se situe plutôt en crête de bassin versant, dans des zones où le ruissellement n'est pas encore concentré, donc on va avoir une zone avec du ruissellement qui est plutôt diffus et qui ne s'est pas encore concentré grâce à la topographie, on appelle ça la zone de production. Et dans cette zone, en général, les problèmes d'érosion sont plutôt des problèmes d'érosion diffuse, qui sont parfois un peu plus difficiles à observer d'ailleurs, mais c'est vraiment la zone dans laquelle il faut essayer d'agir de façon préventive, de façon à limiter les problèmes plus en aval. Vous pouvez observer aussi ce qu'on appelle la zone de transfert, qui se traduit souvent par ce qu'on appelle des axes de ruissellement. Ceux qui connaissent la cartographie des LIDAX connaissent probablement. Et sur cette zone de transfert, c'est vraiment là où l'eau va se concentrer. C'est en général dans ces endroits-là qu'on commence à avoir apparition de ravinement, par exemple. Euh, et donc dans ces endroits-là, on va agir également, mais pas de la même façon, pas avec le même objectif. Et j'expliquerai un petit peu par ailleurs quel levier on utilise dans chaque zone. Et enfin, vous avez cette fameuse zone de dépôt. Là, c'est vraiment la zone des dépôts de sédiments. Et là, si c'est en zone urbaine, évidemment, il y a du travail qui est fait, mais pas par nous, mais plutôt par les communes avec l'appui de Giser pour s'assurer que l'eau et les boues puissent s'évacuer le plus facilement possible et protéger en fait cette zone de dépôt pour la rendre moins vulnérable. Alors, en zone de production, on a quelques grands principes. Je pense que la plupart des gens maintenant commencent à les connaître, hein, mais c'est vraiment, on essaye de lutter contre l'érosion diffuse et le ruissellement diffus en couvrant les sols, priorité numéro un, en améliorant la qualité des sols, notamment via la teneur en matière organique. Je me réfère à nouveau au webinaire de la semaine passée, il y a deux semaines, je pense. En travaillant aussi sur la compaction des sols, donc s'assurant qu'on a des sols qui peuvent infiltrer. Donc un sol qui compacte, qui est compacté, ben, le problème c'est qu'il va infiltrer peu d'eau et cette eau va in fine se concentrer et causer des dégâts en aval. Donc ici, on essaie vraiment d'agir de manière préventive, de façon à avoir un sol qui va jouer pleinement son rôle d'infiltration et qui va tenir lorsqu'il y aura des événements pluvieux importants. Et on essaye aussi de découper, ce qu'on appelle couper les pentes. Ça permet vraiment de ralentir le ruissellement, parfois même de le stocker un petit peu dans les zones amont du bassin versant pour limiter en fait le ruissellement vers l'aval. Donc ça, c'est vraiment les grands principes qu'on applique. En zone de transfert, là, on va plutôt chercher à conduire l'eau, à la conduire de façon à ce qu'elle ne cause pas trop de dégâts, donc éviter un arrachement des particules de sol et faire en sorte que l'eau se dirige vers là où on veut qu'elle aille, en fait, tout simplement. Alors, quand on est dans des zones vraiment purement agricoles, l'eau doit suivre son chemin naturel, mais c'est là qu'on peut utiliser des infrastructures comme le chenal enherbé, les fossés, les fascines qui peuvent ralentir aussi le ruissellement de façon très localisée, ou encore d'autres ouvrages un peu plus originaux comme les mares tampons, les nous. J'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, vous avez la zone de dépôt. Ça, c'est un peu moins notre considération première, mais évidemment, on peut aussi aménager avec ce qu'on appelle des zones d'immersion temporaire qui permettent de ralentir les crues ou des bassins de rétention et s'assurer évidemment que les canalisations, etc., tout ça est fonctionnel. Alors, je vais juste rappeler quelques fondamentaux quand même, parce que je vais un petit peu moins en parler dans les dossiers, les cas que je vais vous présenter après. Mais avec tous les agriculteurs, les conseillers, évidemment, parlent de pratiques. Et ça se retrouve un peu moins dans nos rapports parce que c'est vraiment des échanges qui sont un peu plus oralement, même si on peut en avoir des traces, évidemment. Et donc, évidemment, on discute de couverture des sols, on discute de matière organique, de bilan en carbone, etc. On parle, on observe la structure des sols, donc on prend notre bêche, on regarde un petit peu comment se comporte le sol, avec des tests VES, etc. Donc ça fait évidemment partie intégrante du métier. Ce qui est en général le plus visible, c'est évidemment les aménagements.
Et moi, je vais vous montrer un peu des cas de figure d'aménagement de bassin versant, mais je tenais quand même à rappeler que cette dimension, on va dire, de gestion des parcelles est bien évidemment abordée par les conseillers. Hmm. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend en termes d'étapes de travail? On commence évidemment par faire un diagnostic du bassin versant. D'abord cartographique. Donc là, on repart des cartes. On analyse la zone, on définit la zone contributive, on analyse les zones, où sont les zones de dégâts, on analyse les assolements pour savoir à quel type d'assolement on fait face. Est-ce qu'on est sur un assolement plutôt risqué avec beaucoup de cultures de printemps les mêmes années en bloc, ou est-ce qu'on est plutôt sur un assolement avec une mosaïque qui pourrait en bonne partie réduire les risques? Est-ce qu'il y a déjà des aménagements en place, etc. Donc c'est vraiment la première partie du travail. Et tout ce travail est ensuite confirmé sur le terrain. Donc le conseiller se rend sur le terrain, vérifie, regarde un petit peu les états de surface au niveau du sol. Est-ce qu'il y a des signes d'érosion, des problèmes de zone d'infiltration, etc. En présence de l'agriculteur, il va aussi regarder la structure du sol avec les outils déjà présentés comme le test VES avec la bêche ou des tiges aussi pénétro qui permettent de détecter des éventuelles zones de compaction. Et on discute évidemment avec l'agriculteur de toutes ces pratiques. C'est des informations qu'on ne peut pas obtenir uniquement par cartographie. Et donc, sur base de tout ça, on entame la discussion avec le ou les agriculteurs. On rentre dans une discussion. L'objectif, c'est de trouver une solution ou des solutions qui conviennent à l'agriculteur, parce que c'est lui qui est décisionnaire dans tout ce travail. Et qui permettent aussi de rencontrer les enjeux. Une fois qu'on a abouti, si on aboutit, ce n'est pas toujours le cas, on aboutit sur un rapport qui est envoyé à l'agriculteur dans lequel on consigne les résultats de nos discussions et on suit évidemment les réalisations pour s'assurer, on accompagne les agriculteurs dans les réalisations lorsqu'il y a des petits travaux qui sont réalisés. Alors, j'ai 3 cas à vous présenter. Donc, ce sont des cas variés, donc il y en a et dans lesquels on a mobilisé différents outils. Et donc, je pense que ça illustre un petit peu notre méthode de travail. C'est vraiment à partir de ça que je vais vous expliquer un peu plus en détail et de manière un peu plus concrète ce qui est réalisé. Alors, le premier cas de figure ici, tout près de Anu. Là, c'est un agriculteur qui nous a contactés spontanément. Et l'agriculteur possède, en fait, avait des problèmes de ruissellement, notamment, mais aussi d'érosion sur ses parcelles. C'était une parcelle qui était reprise. Donc, l'agriculteur qui reprend les parcelles décide d'en changer pas mal la gestion. Et il souhaitait vraiment, il était assez volontaire et assez proactif, vraiment corriger tous ces problèmes. Et nous avons contacté pour y parvenir. L'agriculteur, il possède, c'est important, la maîtrise du foncier. En fonction des différents cas, on ne va pas agir tout à fait de la même façon si un agriculteur nous contacte et qu'on peut agir que sur un nombre restreint de parcelles, que dans les cas de figure où on parvient à agir sur l'ensemble du bassin versant. Donc la zone contributive est dessinée ici en rouge et l'agriculteur possède la grande parcelle ici et la petite parcelle ici de prairie permanente qui est ici. Et enfin, la parcelle située en haut de versant lui appartient également. Par contre, la parcelle un peu plus claire ici, qui est située plus à droite, je ne dis pas au nord parce qu'elle n'est pas orientée nord-sud, euh, euh, ne lui appartient pas. Et donc, sur cette parcelle-là, on n'a pas vraiment de prise euh, dans le dossier. C'est important parce que ça fait partie des choses à prendre en considération lorsqu'on aménage. Alors, la conseillère qui a fait ce dossier, première chose, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise, comme je viens de dire, de la parcelle située ici à l'est, enfin, à votre, oui, l'est sur le terrain, bon, bref, vous avez compris, à droite de la carte. Et cette parcelle est traversée par des axes de ruissellement, et donc il y a des sédiments qui, malheureusement, arrivent dans la parcelle de prairie permanente, et donc ça cause un désagrément qu'on souhaite corriger. Euh, L'agriculteur qui a repris les parcelles, donc qui possède ces 2 parcelles-ci, travaille en agriculture de conservation. Donc là, évidemment, on est sur un agriculteur, c'est une reprise, hein, donc là, les effets sont peut-être pas encore tout à fait visibles, mais il est vraiment attentif à faire des couverts d'interculture
on va dire, performant, il travaille en non-labour le plus possible, il fait attention à sa rotation, etc. Donc on est vraiment sur une bonne base au niveau des pratiques culturelles pour améliorer la situation. Et dans le passé, il y a eu des dégâts sur l'aval, en fait, hein. Donc l'agriculteur est conscient qu'il y a eu des soucis en aval sur une des habitations. Et donc, il y a quand même ce point-là à prendre en considération. Euh, voilà. Donc le projet sur lequel on a abouti, en fait, il est centré sur l'installation d'un réseau de 3 mares tampons. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez innovant. Qui sont situés sur la parcelle de prairie permanente qui en fait correspond à l'ancien Talweg, hein. Donc c'est pas pour rien qu'il est encore que cette zone est encore en prairie. C'est une zone qui est fort humide. Il y a des périodes où l'eau, de stagnation d'eau dans cet endroit. Donc là, à nouveau, la conseillère, là, cette année-là, quand elle a vu elle était sur le site, il pleuvait beaucoup. Et donc elle a vraiment bien identifié ces zones où l'eau stagne. Et du coup, bah, même au niveau de la gestion de la prairie, c'est pas idéal. Et donc, voilà, c'est sur ça qui a été abouti. Donc, un réseau de 3 mares tampons, mais évidemment, ce réseau, il faut le protéger. Parce que si vous ne le protégez pas, il y a un risque assez vite il soit fort impacté par des problèmes de sédiments. Et donc, il faut s'assurer qu'il ne va pas y avoir trop de sédiments qui arrivent dans ces mares. Et donc, pour y parvenir, on a proposé, enfin, même on s'est mis d'accord avec l'agriculteur, et une bonne partie a déjà été implantée, de planter des haies tout le long ici de la prairie permanente, de prolonger la prairie permanente par une petite zone ici enherbée qui va enherber l'axe de ruissellement. Donc là, on est un peu sur un espèce de chenal enherbé, si vous voulez, et donc protéger encore davantage le dispositif. Et alors, vous avez aussi une bande enherbée ici qui est installée en bas de parcelle, qui va récupérer les ruissellements qui proviennent ici de la parcelle et protéger quand même l'aval. Voilà, ça c'est vraiment le dispositif qui a été imaginé. Je tiens à préciser aussi que l'agriculteur, du fond, vu qu'il y a quand même des problèmes sur sa parcelle, il met régulièrement des ballots ici en bas. Voilà, ce n'est pas le dispositif le plus optimal. L'agriculteur, on ne l'a pas rencontré parce qu'on n'a pas été mandaté pour. Maintenant, toujours possibilité, s'il nous contacte, de travailler avec lui et de mettre en place peut-être une fascine ou quelque chose d'un peu plus pérenne à cet endroit-là. Mais il y a quand même une haie quand même ici qui a été plantée. Alors, je reviens un petit peu sur les différentes choses qu'on a proposées plus en détail. Donc, en termes de pratique, je vous ai dit qu'il était plutôt en travail non labour et qu'il travaillait voilà, dans une logique d'agriculture de conservation. Et là, ben, je trouvais avec ce graphe qui est assez parlant, qui est une étude qui nous vient de France sur des sols, certes, peut-être légèrement différents de chez nous, mais on parle quand même de sols limoneux, battants, peut-être un peu plus battants que chez nous, mais je pense que les logiques sont quand même assez similaires, où ils ont testé en fait l'impact de différentes modalités de travail du sol, enfin plutôt de couverture du sol, mais c'est lié sur le ruissellement et l'érosion. Et là, ben, c'est assez clair, hein, autant sur le ruissellement, eh bien, vous avez un effet positif des couvertures de sol, donc qui est centralisé ici par la moutarde. Et alors, entre les différentes modalités de déchômage avant céréales, là, c'est moins clair, mais même s'il y a quand même des effets. Et vous voyez que le non-déchômage sans couverture, par exemple, ça peut quand même causer du ruissellement important. Par contre, sur l'érosion, et là, c'est le graphe de droite, et c'est ça, nous, c'est vraiment ça notre première préoccupation. Et c'est ça que je souhaite vous montrer, c'est assez clair. En cas de couverture des sols, bon, c'est pas un scoop, hein, mais voilà, l'érosion totale est beaucoup, beaucoup plus faible sous moutarde, donc c'est-à-dire sous un couvert, que lorsque l'on se laisse le sol nu, quelle que soit la modalité de déchômage à ce moment-là, quoi. Donc voilà, c'est quand même une chose que je voulais bien rappeler. J'enfonce un peu une porte ouverte, j'en suis conscient, mais l'effet est vraiment spectaculaire, et donc ça restera quand même toujours la priorité, couvrir les sols. Euh, pour tout ce qui est bandes et chenaux enherbés, qui font aussi partie du dispositif, eh bien, ces dispositifs-là sont financés par la PAC en MAEC, je tiens à le rappeler, jusqu'à 1 800 € par hectare. Ça dépend des différentes modalités, des choix de cahier des charges de l'agriculteur, etc. Parce qu'on pourrait aussi les activer éventuellement en éco-régime si on veut une gestion plus simple, mais on est moins payé, évidemment.
Et donc, voilà, c'est un outil vraiment intéressant. En fait, les MAEC, de manière générale, se révèlent être un outil assez important pour lutter contre l'érosion. Ça a toujours été le cas, hein. Le conseiller MAE faisait déjà ce genre de dispositif avant l'arrivée de la protection des sols. Alors, la marque tampon, là, par contre, ça, c'est vraiment un peu plus nouveau, on va dire. Donc, on a, à notre connaissance, pas beaucoup de projets de ce type-là en Wallonie. Mais l'idée de la marque tampon, c'est que vous avez, elle est illustrée ici sur le schéma, vous avez en fait une zone de présence permanente d'eau comme dans n'importe quelle mare, sauf qu'elle est construite de façon à pouvoir récupérer du ruissellement provenant des axes et à le stocker de façon temporaire, donc voilà ce qu'on appelle la zone tampon, avec présence d'un débit de fuite en fait, qui permet, une fois que la mare monte en charge, ce débit de fuite va permettre, on va pouvoir le réguler en fait, et donc ça va permettre de ralentir la quantité d'eau qui va être redistribuée vers l'aval. Et donc la vidange va se faire. Et normalement, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de les dimensionner. Après 24 heures, la vidange, 24 heures après la pluie, la vidange doit être faite et on doit pouvoir revenir à la zone de présence permanente d'eau. Donc ça, c'est vraiment le dispositif. Les quelques photos que vous voyez ici à droite, c'est une photo issue de Normandie, en fait, de visite qu'on a fait en Normandie, où on a vraiment exactement ça. Et vous voyez ici le tuyau qui est un peu plus haut que la zone permanente d'eau, qui passe en dessous de la route, en fait. Et donc, quand il y a des grosses pluies, ben, la mare se monte en charge et l'eau est redistribuée beaucoup plus doucement vers l'aval. Il faut quand même aménager l'aval, c'est important parce que même si l'eau est redistribuée progressivement, ben, elle passe par un tuyau, donc elle a quand même une certaine vitesse. Et donc, si vous avez une terre arable juste en dessous, le tuyau débouche sur une terre arable, par exemple, ça peut quand même causer des dégâts. Donc, c'est nécessaire d'aménager l'exutoire en fait de la mare tampon, ce qui n'était pas le cas sur la photo qui est ici. Donc, on peut deviner une petite zone de dégâts quand même. Donc, ça doit vraiment se combiner. Faut le reconnaître, en général, c'est des dispositifs qui sont plutôt utilisés dans des zones enherbées, quoi. Voilà. Ces dispositifs-là sont financés par les investissements non productifs de la PAC, et donc nous proposons un accompagnement complet qui comprend introduction des permis d'urbanisme, etc., parce que ça nécessite des permis, des études, etc., pour aboutir sur ce type de projet. Donc le projet que je vous ai montré là, il est en cours de finalisation, donc les permis ont été introduits et on espère creuser pendant cet hiver, ou au printemps ou plus tard. Voilà, ça c'était pour le premier cas, donc un agriculteur volontaire avec un dispositif assez original qu'on est assez heureux de vous partager. Un deuxième cas de figure, là on est sur un bassin versant, donc on interagit ici à la demande d'une commune. Il y a eu des dégâts en aval, ici, en fait, sur la rue située ici en aval, avec des coulées boueuses. Je vais vous montrer des photos après. Et donc, on est sur un bassin versant d'environ 35 hectares, sur lequel il y a plusieurs agriculteurs qui cultivent ici. Et là, cette fois-ci, c'est un peu différent parce qu'on a le mandat du SPE pour rencontrer tous les agriculteurs. Et donc, c'est nous qui les avons démarchés. Et donc, voilà. Alors, voilà un petit peu malheureusement ce qui s'est en aval. Donc, ça, c'est des photos qui datent de l'année passée. Vous vous souvenez tous que c'était une année assez pluvieuse. Et donc, après un orage assez conséquent, hein, 65 mm, c'est beaucoup, il y avait quand même une coulée boueuse assez importante sur la rue en aval. Et juste pour la petite bon, anecdote, peut-être pas très positive, mais il y a un terrain à vendre juste en bas. Voilà. Donc, qui sera probablement construit. Bon, c'est peut-être pas le plus judicieux, mais voilà. En attendant, c'est quand même une réalité que cette zone doit être mieux protégée face aux coulées boueuses. Au-delà de ces aspects-là, il y avait évidemment des dégâts dans les cultures. Donc ici, on était sur une culture de maïs avec apparition de zones vraiment plus du tout productives, du ravinement, et donc évidemment, la production agricole est aussi perturbée, et ça c'est quand même important de le rappeler, hein. C'est même probablement avant tout un enjeu agricole, euh, voilà, parce que la productivité est bien entendu impactée. Alors le parcellaire, il est divisé en plusieurs agriculteurs. Donc ici, sur la photo, chaque couleur correspond à un agriculteur. Donc ça, c'est quand même une grosse différence par rapport au cas précédent.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'on parvienne à interagir avec tous les agriculteurs pour arriver à une proposition qui est cohérente en termes d'aménagement, évidemment. Et donc, ce qu'on a réussi à obtenir, après discussion avec les agriculteurs, je tiens quand même à le rappeler, hein, on est toujours tributaire de ce que les agriculteurs sont prêts à faire ou à ne pas faire. Et alors, un point important quand même, c'est que régulièrement, si vous voyez, ce qui est entouré, c'est un bloc qui est uniquement en culture de printemps. Donc là, vous avez un gros bloc qui est en maïs betterave. Donc ça, c'est le problème, c'est que c'est une situation qui est assez récurrente, c'est que régulièrement, on a des gros blocs en culture de printemps, et s'il y a des grosses pluies ces années-là, eh bien, c'est un peu la cata, quoi. Et donc, c'est un point à prendre en compte dans l'analyse, évidemment. Le reste du bassin versant est en froment, dans ce cas-ci. Donc voici un petit peu les aménagements qui ont été proposés. Donc en vert, ce sont des bandes enherbées. Et là, vous voyez qu'on a profité, en fait, on les a placées en limite de parcelle. Donc ça, c'est quand même moins contraignant pour les agriculteurs parce qu'on n'a pas été obligé de couper des parcelles en deux. Mais c'était possible parce que les parcelles au départ ne sont pas extrêmement grandes et parce que le bassin versant est dans une configuration qui nous permettait du coup d'avoir ce réseau, première grande bande et qui du coup sera sur plusieurs agriculteurs de freiner une première fois le ruissellement à peu près au milieu de versant. Et puis on a installé un second réseau de bandes, enfin, c'est en cours d'installation, ici en bas pour récupérer les éventuels sédiments qui resteraient. Et alors en rouge, juste le long des habitations, vous avez un fossé qui était déjà existant avant qu'on arrive qui protège les habitations de l'eau. Mais le problème, c'est que vu qu'il n'y avait pas l'enherbement à ce moment-là, il s'est envasé très très rapidement et donc le fossé a très très vite cessé de jouer son rôle de protection. Voilà. Et en bleu, c'est l'endroit où il y avait eu des dégâts en 2024. Et on a aussi, voilà, ici une zone enherbée ici qui va quand même mieux protéger les habitations. Voilà, donc ça c'est un autre exemple. Ici, on est vraiment sur un cas, on va dire, un peu plus classique, où on a vraiment obtenu une série de bandes enherbées. Bien entendu, nous, on va suivre l'évolution sur ce bassin versant-là. Donc, s'il y a des grosses pluies, la commune et nous, on va rester vigilants pour voir comment le bassin versant se comporte avec ces nouveaux aménagements. Et les agriculteurs, évidemment, surveillent aussi et on l'espère, nous préviendront si malheureusement le dispositif n'est pas suffisant. Voilà, j'arrive à un troisième cas. Alors là, c'est un petit peu le cas le plus complexe. On est sur un bassin versant encore un peu plus grand, dessiné en noir sur la photo. Vous reconnaissez peut-être aussi la cartographie des Lidax. Du côté de Jean Blou, Antoine et Jean Blou en fait, là vous avez 9 agriculteurs qui sont concernés. Donc c'est tout un travail. En plus, il y a d'agriculteurs, plus c'est un travail important pour le conseiller parce qu'on essaye de tous les rencontrer. Il y a une discussion qui s'installe. Bref, parfois, il y a des dynamiques du type moi je bouge, si mon voisin il bouge, et s'il ne bouge pas, je ne bouge pas, etc. Donc, plus il y a d'acteurs, plus c'est difficile à concerter. Ça, c'est quand même un point important à préciser. Mais vous allez voir qu'on a atteint des choses qui sont quand même intéressantes. Les parcelles ne sont pas immenses. 5 hectares en moyenne, ce n'est pas excessif, mais il y a très très peu d'éléments du paysage en fait. Donc ça veut dire qu'au total, vous avez à peu près 1200 mètres de pente sans interruption par des infrastructures paysagères. Et ça, on sait bien que quand on a des longueurs de pente pareilles, sans ralentissement, le ruissellement, il prend vraiment beaucoup, beaucoup de vitesse et de volume. Et ça cause quasiment, enfin, le risque d'avoir des dégâts est très élevé. Pour information, la parcelle située ici, en aval, euh, elle a subi des dégâts très, très importants. Donc, les 3 quarts de la parcelle en 2024 n'ont pas su être cultivés, tellement les dégâts étaient importants. Et je vous partage ici à la suite des photos. C'est évidemment des choses qu'on n'aime pas trop voir, hein. Et bon, c'était suite évidemment en 2024, si vous vous souvenez, c'était vraiment pas une année facile à ce niveau-là. Donc on ne jette la pierre à personne, mais en tout cas, ça a vraiment, cette situation montre qu'il est nécessaire, à la fois pour des raisons agricoles, mais aussi pour des raisons d'inondation, on va dire, d'agir.
Je me permets d'interrompre, Louis. Je ne sais pas si les autres ont le même problème que le mien. Je vois que tu pointes, enfin, je devine que tu pointes à plusieurs moments, et moi, je ne vois pas de pointeur sur l'écran. Je ne sais pas si c'est Ah, le cas, et si les autres voient un euh, pointeur, moi, je n'en vois pas. Sorry, oui, je m'éclipse. je sais Est-ce pas, que les je autres pointe avec voient un ma souris, pointeur? je sais pas y faire Non, je ne vois pas grand-chose. non plus de pointeur. Bon, j'espère que mes Ah, explications restent claires, parce que je ne sais pas très Oui, bien quand même. comment oui. adapter. Je me tais. Euh, euh, donc, l'occupation du sol, de nouveau, point important. Donc, toute la zone qui est surlignée en rouge, à nouveau, ce sont des gros blocs de culture de printemps. Et donc là, évidemment, c'est toujours difficile de coordonner en fait les agriculteurs pour essayer d'éviter ce genre de situation. Mais voilà, on essaie quand même de les sensibiliser là-dessus pour essayer de faire en sorte, non pas, comme on a là parfois le réflexe, de profiter pour essayer de faire un gros bloc en culture de printemps, euh, mais plutôt de faire l'inverse en fait, d'essayer d'alterner les cultures. Je pense que si ce serait déjà, si on le faisait plus, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes et c'est pour moi une solution qui peut être efficace et qui n'en prend pas d'emprise, voilà, qui ne va pas trop réduire l'emprise, voilà, et avoir des pertes, on va dire, de surface productive. Évidemment, il faut que ça puisse se faire d'un point de vue pratico-pratique. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé encore jusque maintenant, mais aménager des surfaces comme ça paraît simple comme ça sur carte, on se dit bah oui, c'est logique, on les met là en bordure, etc. Ça paraît simple, mais il y a quand même plein de facteurs à prendre en compte sur les accès de champs, etc. quoi, hein, le sens du travail du sol, etc. Donc ça nécessite quand même une réflexion qui est assez poussée. Euh, oui, donc la conseillère qui a fait ce travail, ben, évidemment, elle constatait sur le terrain qu'il y avait des ravines sur les parcelles en aval depuis plusieurs années. Ça, on a des outils assez performants d'historique notamment sur Wallon Map, qui nous permettent de voir tout ça. Il y a il y a un désir de la commune d'arriver à trouver un moyen de résoudre les coulées boueuses, et la commune est active, et ça c'est souvent aussi un point positif, c'est-à-dire qu'il est prévu, dans le bosquet que vous voyez tout en bas du bassin versant, de faire un bassin de rétention pour protéger les habitants. Donc ça, c'est évidemment, dans la discussion avec les agriculteurs, c'est beaucoup plus facile de les faire bouger si la commune est aussi active. On arrive dans certains cas, évidemment, où la commune ne se préoccupe pas trop du problème, et là, c'est plus difficile, évidemment, d'aboutir sur des résultats satisfaisants. Il y a une bonne entente la plupart, en tout cas, des agriculteurs du bassin versant. C'est toujours plus facile aussi, quand c'est comme ça. Et alors, le conseil est toujours en cours, donc c'est toujours un dossier qui est en cours de réalisation, mais beaucoup d'aménagements ont été acceptés par les agriculteurs et ont été ou devront être semés ici à l'automne, et une autre partie au printemps 2026. Alors, voici un peu le réseau d'aménagement qui est prévu. Donc, vous voyez qu'il y a un mix en bleu, ce sont des bandes enherbées. Donc, à nouveau, vous voyez on réutilise ce levier qu'on utilise quand même assez fréquemment. Bon, le paiement à 1 800 € l'hectare n'est pas étranger, évidemment, hein. C'est vraiment un levier. Enfin, voilà, ça nous permet d'être enfin, d'être un peu plus attractif. Ces bandes, en fait, j'aurais peut-être dû faire une petite animation, mais elles viennent découper les axes de ruissellement à plusieurs endroits, et elles viennent vraiment ralentir le ruissellement dans la zone, en fait, de ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, de ce qu'on appelle la zone de production du ruissellement. Et c'est bien là qu'elles sont efficaces. Si vous mettez des bandes perpendiculaires à des axes de ruissellement importants en aval, ils vont être traversés, ça ne suffira pas. Euh, Sauf si, évidemment, vous avez fait le travail aussi en amont. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez que la logique ici, elle est assez bien respectée. On essaye vraiment de ralentir le ruissellement en amont grâce aux bandes, de favoriser l'infiltration et de maintenir les sédiments dans chacune des parcelles. C'est un peu moins visible sur la carte, mais voici un zoom. Donc vous voyez où je me retrouve, où là, sur l'axe, ou là, dans les zones où le ruissellement est beaucoup plus concentré, là, on propose d'installer deux fascines qui vont permettre de protéger la parcelle aval sur laquelle il y a eu la majorité des dégâts. Voilà. Fascines qui sont en plus doublées de haies. Je reviendrai là-dessus après, mais ça permet d'avoir pardon,
je me trompe. La haie est en vert, pardon, donc vous avez une haie qui fait tout le contour de la parcelle et le dispositif est renforcé par des fascines dans les zones de concentration du ruissellement, notamment parce qu'on sait que la haie va avoir un effet tout à fait insuffisant, surtout les premières années, dans des axes où le ruissellement est concentré à ce point-là. Et alors, ce sont les fascines que nous proposons, ce sont des fascines vivantes. Je vais vous expliquer après en quoi ça consiste, parce que je trouve que c'est un chouette dispositif on a eu l'occasion de mettre en place une première fois cette année. Alors, les fascines, ben, je pense que beaucoup connaissent, hein, à nouveau, c'est des dispositifs qu'on voit régulièrement. Alors, ce qui est un peu différent par rapport aux fascines qu'on voit souvent installées par les communes sur emprise publique, donc vraiment en bord de champ, ici, ce sont des fascines qui ont pour objectif d'agir un peu plus en amont, de façon à protéger les parcelles en aval. Donc, on est vraiment dans une démarche ici de protection des sols et pas uniquement protection contre les habitations. Et donc, ça arrive fréquemment qu'avec les agriculteurs, on essaye d'installer ces fascines en amont sur les axes de ruissellement, de façon à protéger les parcelles aval de problèmes de ravinement. Souvent, c'est quand il y a du ravinement qu'on fait ce genre de dispositif. Donc là, vous avez un exemple de fascine doublée d'une haie. Donc si vous avez l'œil, on voit sur la photo où le monsieur fait ses travaux, là, qu'il y a une plantation de haies qui est réalisée également juste en aval de la fascine. Et donc, c'est un dispositif qu'on aime bien parce que quand la fascine, elle va jouer son rôle tout de suite. Une fois qu'elle est installée, elle va s'avérer efficace. Ce site-là, ce n'est pas le site que je vous présente ici, hein, mais ce site-là, on a été revoir depuis que la fascine est installée. Il y a eu quelques pluies importantes et les problèmes de ravinement se sont bien réduits. Et, euh, euh, et ce qu'on espère, c'est que quand la fascine commencera un peu à s'essouffler, d'ici quelques années, la haie prendra le relais et on aura vraiment un dispositif pérenne et on espère que le problème sera réglé de façon, allez, je n'oserais pas dire définitive, mais en tout cas satisfaisante. Euh, pour rappel, ces fascines sont également financées, donc nous avons des aides aux investissements non productifs qui permettent de financer ce type de dispositif. Et il y a pour les plantations, les aides à la plantation. Et à nouveau, je le rappelle, nous prenons en charge les démarches administratives autant que possible en tout cas. Donc là, ici, c'est une fascine classique qu'on appelle fascine morte chez nous, mais on peut aussi faire des fascines vivantes, ce qui se fait en fait très fréquemment en France, mais ce qu'on a pu faire aussi chez nous. Donc la photo que vous voyez là, c'est une fascine qui a été installée cette année chez un agriculteur. Et en fait, le principe, c'est qu'on vient implanter des piquets de saule dans le sol et qu'on utilise, bon, on commence évidemment par planter les piquets et on met déjà des fagots qui étaient disponibles. Mais on voit déjà qu'après quelques mois, vraiment quelques mois, la fascine, en fait, les saules reprennent. Et l'idée, c'est que ben, les saules, ils vont pousser et on va les étêter régulièrement et on va réalimenter la fascine avec le produit des saules directement. Et donc, ça, c'est pas mal parce que ça fait un dispositif qui s'auto-entretient on n'a pas besoin d'aller chercher des fagots à l'extérieur, quoi. Donc, c'est un dispositif intéressant qui peut aussi être financé par les investissements non productifs et que nous, on recommande. Ça a vraiment un intérêt. Attention, je ne dis pas que les fascines mortes n'ont pas leur intérêt aussi, hein. Dans certains cas, doubler avec une haie, etc., ça peut aussi être intéressant. Et l'autre point important quand même à garder à l'esprit, c'est qu'une fascine comme celle-là, après un certain nombre d'années, même si on l'entretient bien, inévitablement, elle va devenir une haie en fait, hein. Donc, ce qui est bien dans certains sens, mais peut amener certaines contraintes pour les agriculteurs. Donc, c'est évidemment des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà, moi je vous ai présenté un petit peu tous les. Bah, j'arrive pile poil en termes de timing, quelques cas qui illustrent un petit peu le travail qui est réalisé par les conseillers. Je vous rappelle que toutes les informations sur les financements, le travail de l'équipe protection des sols, etc., enfin, et de chez Natagriwal de manière globale, sont disponibles sur notre site internet. Et donc, je vous invite évidemment à le visiter si vous avez des questions. Vous pouvez aussi y retrouver les conseillers de votre commune s'il y a des agriculteurs dans la salle. Et donc, il suffit de taper votre commune, vous pouvez retrouver les conseillers protection des sols, mais évidemment aussi des autres équipes. Et donc voilà, je vous invite à vous rendre sur le site internet si vous souhaitez profiter de notre service.
Je vous remercie. Ben, un tout grand merci, Louis. Donc, je rappelle aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'onglet spécifique questions-réponses. Donc, j'ai quelques collègues qui ont posé des questions. Donc, la première de Pierre Courtois, dans quelle zone, que ce soit la production, le transfert ou le dépôt, émane l'essentiel de votre demande des agriculteurs? Et est-ce qu'il y a un équilibre ou pas entre ces trois zones? C'est un peu une idée. Alors, oui, oui. Bon, on n'a pas chiffré le truc, mais c'est sûr que actuellement, mais je pense que c'est lié à aussi la façon dont on a communiqué, mais c'était aussi la demande de la part du cabinet. On a beaucoup affaire à des agriculteurs situés en bas de versant, qui ont en fait, malheureusement essuyé les dégâts. Et donc, on est souvent amené à agir dans les zones où il y a du ravinement. C'est ça qui est souvent observé par les agriculteurs. Et ça, c'est sûr que quand on n'est pas sur un mandat de la commune, ça peut nous limiter dans les actions qu'on peut faire si on n'a pas de prise sur les parcelles amont, quoi. Voilà. Donc, oui, malheureusement, fréquemment, on est, on doit agir en zone de transfert, voire zone de dépôt. Et ça peut être problématique parce que ça peut nous contraindre à mettre des aménagements qui sont beaucoup plus contraignants. Le pire étant pour un agriculteur, hein, je parle bien, le chenal enherbé. Si on doit aller jusque-là pour réparer un problème de ravinement, ben là, il y a des configurations où c'est très compliqué parce que c'est pas droit, ça tourne dans tous les sens, les axes, etc. Donc voilà, d'un point de vue pratico-pratique, parfois c'est quand même plus confortable quand on peut aussi agir sur l'amont, quoi. Oui, donc si je le résume, vous êtes plutôt, enfin, agir dans le bas de pente et plutôt dans le guérir, plutôt que ce serait mieux dans la prévention au-dessus, en fait. Oui, On le verrait dans une comparaison comme ça. tout à fait. Mm. Il y a encore une question donc de Sylvain Grosjean. Quand tu as parlé des mares, il se pose la question si elles démontrent aussi des vertus biologiques ou l'accumulation de sédiments. Éventuellement avec, on parle ici dans une thématique de lutte contre l'érosion, mais aussi de stockage de produits phyto peut-être. Est-ce qu'elles permettent de jouer plus qu'un rôle de rétention ou de ralentissement de l'eau? Vous avez une idée un petit peu par rapport à ces Oui, effets donc le rôle, donc indirects? je précise que ce type de mare, on est au début des projets d'implantation, donc on n'a pas beaucoup de recul par rapport à leurs effets, notamment au niveau de la biodiversité. Maintenant, ça reste une zone de rétention d'eau et on est attentif. Et d'ailleurs, les permis sont aussi, analysent ça aussi, hein. Dans les demandes de permis, on doit le justifier à ce que la mare ne soit pas, soit quand même protégée des sédiments. Voilà. Donc, et donc, elles récupèrent du ruissellement. Maintenant, c'est certain qu'elles peuvent contenir des produits phyto. Ben, bon, ça, c'est pas évidemment, ça peut arriver. Donc, au niveau biodiversité, c'est pas le but premier, quoi, on va dire dans ce cas-ci. Alors, évidemment, si on constatait, voilà, je peux pas vous le dire ici aujourd'hui, on n'a pas fait d'études là-dessus ni quoi que ce soit, qu'on a des effets aussi positifs pour la biodiversité, c'est évidemment beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on espère. Mais j'ai pas, là, en tout cas, moi, j'ai pas de chiffres à donner là-dessus. Et alors, pour ce type de dispositif qui serait utilisé à des fins, je veux dire, vraiment dans un but de dégrader les produits phyto, ça existe, effectivement. C'est peut-être pas des mares à proprement parler, mais on a notamment visité en France une zone de ce type. En fait, c'est une zone sur une emprise, bon, c'est un peu la même logique, hein, une emprise un peu plus grande quand même, où là, l'eau arrive dans un bassin. Vous avez quand même un bassin de décantation juste en amont pour éviter l'envasement. Et puis, cette eau suit un parcours et elle reste en fait un certain temps de séjour dans la zone et elle en ressort en partie épurée des phytos. Donc, il y a une dégradation qui se fait, mais ça fonctionne apparemment pas avec toutes les molécules non plus, parce que certaines molécules se dégradent plus ou moins vite. Je ne suis pas vraiment spécialiste du domaine. Mais ouais, ça existe. En Wallonie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des dispositifs qui existent ailleurs. Et ça pourrait être réfléchi aussi tel quel, quoi. Ouais, donc
un effet indirect à étudier éventuellement. Toujours par rapport à cette mare, Benoît se pose la question de, puisqu'elle est là pour récolter les sédiments, qu'en est-il de l'entretien? Tu vois, y a-t-il beaucoup d'envasement et est-ce que l'entretien doit être régulier? Est-ce que vous avez un peu des Non. chiffres par rapport Donc, à cette donc, notion? ouais, ouais. Donc, l'objectif, c'est qu'elle ne récupère pas trop de sédiments, hein. C'est bien de récupérer du ruissellement. Les sédiments, idéalement, il faut les maintenir en amont, donc d'où le dispositif que j'ai présenté avec les haies, etc. Donc, l'idéal, évidemment, c'est qu'elle récupère de l'eau avant tout. C'est vraiment une mesure pour gérer de l'eau et qu'elle protège l'aval euh, d'éventuellement d'arrachement de sédiments. Euh, Maintenant, si en fonction des dispositifs, j'ai déjà vu, j'ai en tête une mare tampon, mais il n'y en a pas beaucoup en Wallonie, en tout cas connue par les acteurs historiques de terrain, on va dire. Et j'en ai une en tête et qui effectivement, après quelques années, est envasée, quoi. Et là, il va falloir la restaurer. C'est du côté de Hoé, en mémoire. Et celle-là, elle avait été installée pour protéger notamment une habitation. Euh, Elle s'est avérée un peu juste, d'ailleurs, en termes de volume de ruissellement qu'elle peut gérer. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est une mesure assez innovante, hein. On n'a pas encore énormément de recul là-dessus. On est encore un petit peu l'exploratoire. Mais Et comme tu voilà. l'as précisé, il y a aussi des aides qui permettent de financer la mise en place de tels dispositifs. Bien sûr, oui, 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 tout à fait. On Ouais. parle toujours dans l'entretien, mais cette fois, il y a une question par rapport aux haies et aux fascines. Qui est chargé de les entretenir? Oui, donc si c'est financé par les investissements non productifs, le financement prévoit, donc intègre l'entretien pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'une fois que l'agriculteur mobilise cette enveloppe-là et installe sa fascine, c'est à charge de l'agriculteur de l'entretenir pendant 5 ans. Après 5 ans, l'engagement est terminé. Et on verra ce qu'on fera des engagements qui se terminent dans 5 ans, mais ça n'y est pas encore. C'est le début. Voilà. Donc ouais, l'entretien est compris Ouais. dans le paiement. Donc, peut-être une précision à faire, c'est que ici, les investissements non productifs sont un nouveau dispositif de cette PAC sur terrain privé, donc des agriculteurs, puisqu'il y avait déjà des encadrements qui étaient faits sur terrain public avec GISER. Bien Voilà, précisé. tout à fait. Ouais, ouais. Et évidemment, ça n'empêche pas que dans pas mal de dossiers, on a quand même aussi les communes qui participent directement, hein. Donc, on peut avoir une fascine au milieu des champs qui est réalisée par l'agriculteur, et puis une fascine on va dire sur emprise publique qui, elle, est réalisée par la commune et du coup entretenue par la commune, quoi. Ça existe aussi, quoi. Oui, Voilà. c'est bien évidemment complémentaire. Oui, tout à fait. Donc, il y a Andrea Rossi qui pose la question, après combien de temps peut-on considérer théoriquement l'optimum des dispositifs de protection des sols, en fonction des dispositifs, bien évidemment? Après combien de temps ils sont efficaces? C'est ça la Oui, question? Ouais. Bah, c'est vraiment variable d'un dispositif à l'autre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fascine, bah, c'est immédiat. Dès qu'elle est installée, elle est efficace. Par contre, elle a une efficacité qui baisse dans le temps, surtout si elle n'est pas super bien entretenue, ce qui est quand même un cas fréquent. Il faut quand même le garder. Enfin, voilà, il faut être réaliste par rapport à ça. Donc, on va dire que pour moi, la fascine, c'est un outil intéressant qui va corriger un problème rapidement, mais qui doit être pérennisé soit par autre chose, ou en tout cas par un entretien vraiment régulier. Voilà. À l'inverse, la haie, par exemple, bah, c'est tout l'inverse. Il faut 5 voire 10 ans pour qu'elle commence à être vraiment efficace, avec des entretiens nécessaires en début d'implantation. Donc, pour les haies anti-érosives, en tout cas, il faut les récéper fréquemment pour qu'elles rejettent et soient très denses à la base. Et donc là, on a vraiment un dispositif qui prend du temps avant d'être efficace. Et les bandes enherbées, on est sur de l'ordre d'une saison. Donc, si on les implante à l'automne, ce qu'on recommande et que les conditions d'implantation sont bonnes, c'est en général le cas, elle sera efficace dès le printemps. Si elle est implantée au printemps, mais ça, on l'évite le plus possible. Là, par contre, ça peut poser des soucis par après parce que l'implantation le semis n'est pas suffisamment bon. S'il est fait dans des conditions sèches, en plus au printemps, là, ça fonctionne beaucoup moins bien, quoi. Donc,
Maintenant, en tout cas, dans les bandes enherbées qui sont implantées avec avis d'experts, on essaye de limiter au plus possible les semis de printemps. Voilà, et alors pour tout ce qui est pratique culturelle, c'est très variable de nouveau. Le travail du sol, Brinotech vous en parlera à mon avis mieux que moi, mais ça a des effets rapides parce que ça a un effet sur la structure de sol qui est quasi immédiat. Donc, si vous travaillez fortement un sol, vous déstabilisez sa structure et donc vous allez le rendre sensible directement dans les semaines qui suivent. Voilà, donc c'est à l'inverse, si vous ne le travaillez pas, ben, là, l'effet doit se pérenniser dans le temps avec des bonnes couvertures et des rotations adaptées. Et ça récupérer une bonne structure de sol, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, mais les études qui ont été faites notamment au CRA sur la stabilité structurelle des sols, à l'aide des select tests, montrent quand même que ça varie vite avec le travail du sol, quoi. Notamment des parcelles non labourées pendant des années qui sont labourées une fois parce que on n'a pas le choix, conditions particulières. Elles perdent une bonne partie de leur stabilité structurelle acquise au cours des années précédentes, quasiment instantanément. Donc c'est pour ça, moi, que face, en tout cas, dans les zones où il y a vraiment des problèmes aigus, donc des problèmes de coulées boueuses, etc., je crois qu'on ne peut pas compter uniquement sur les pratiques culturelles. Elles font partie du panel, hein, mais je pense qu'il faut aussi du structurel, donc c'est-à-dire des aménagements qui sont là en permanence, en fait, et qui peuvent être efficaces, même si on a une grosse pluie à un moment où, malheureusement, c'est pas de chance, quoi. Donc, vous avez une pluie juste après les semis de printemps, par exemple. Là, il n'y a rien qui est efficace, quoi. Votre couverture hivernale, elle n'est plus là, enfin rien, presque rien. Et donc, il reste les aménagements. Donc, voilà, pour moi, ces aménagements restent quand même vraiment importants, surtout dans les zones où il y a des risques vraiment coulées boueuses. Et les pratiques culturelles, de toute façon, pour moi, ce sont des bonnes pratiques qu'il faudrait essayer de généraliser le plus possible partout, même si on sait bien que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Alors, on va C'est peut-être faire venir avec... à Oui, soutenir, en tout cas. Ouais. avec une petite dernière question. Est-ce qu'il y a des zones géographiques prédominantes où vous avez des demandes? On a cru comprendre que c'était en fonction quand même des régions agricoles, où il y a des demandes un petit peu partout en Wallonie. On a une carte de ça. Bon, je ne vais pas la sortir ici, mais oui, non, c'est clairement plus concentré. Donc, quand c'est des demandes des agriculteurs, euh, c'est relativement bien réparti, mais quand même un peu plus dans la zone de grande culture, hein, donc au nord du Sillon, Sambre-et-Meuse. Et au niveau des communes, là, c'est net, c'est très très clairement concentré dans ces zones-là. Donc, dans les zones de grande culture au nord du Sillon, beaucoup moins dans le sud du pays. Même si ça commence, hein, en Ardennes, on peut avoir des soucis parfois sur des parcelles emblavées en maïs. Ça peut arriver. Dans le Condro, vu la topographie, on a parfois des petits problèmes ponctuels, mais ça reste, on va dire, en général, c'est des soucis où les bassins versants sont assez petits, donc il y a une ou deux parcelles qui sont impliquées. Et vu qu'on est dans des zones où il y a encore de l'élevage, etc., on trouve relativement facilement des solutions. Relativement, je dis bien. Voilà. Mais donc le gros de l'enjeu, il est clairement situé dans la zone de grande culture. Ouais. Et la majorité des demandes viennent de là. Le Hainaut notamment, aussi. Voilà. Et du côté, et alors vous avez les communes historiques. Ah, Oui, c'est moi. ok. Voilà. Les communes qui historiquement ont fait face à pas mal de problèmes d'inondation du côté de Orgos, Jodogne, etc. Et là, c'est fort actif aussi. Mais c'est lié, c'est historiquement actif et nous, on est arrivé dans des dynamiques qui existaient déjà. Et quelque part, voilà, c'est un sujet de préoccupation dans certaines communes aussi depuis longtemps. Et comme je l'ai déjà dit, si les communes sont fort actives, les agriculteurs eux-mêmes aussi ont été parfois sensibilisés dans le passé et viennent aussi parfois vers nous. Donc, ces communes-là, il y a du travail. Mais pour l'instant, en tout cas, le travail ne manque pas. Je vois qu'il y a une nouvelle question qui est arrivée dans l'onglet. On va prendre donc la question de Bernard Dello-Éric. Il pose si tous ces aménagements non productifs sont cartographiés et visibles sur Wallon Map ou est-ce qu'il y a une carte plutôt interne? Elles sont pas visibles. Nous, évidemment, on les cartographie, mais ce n'est pas
disponibles sur Wallenmap, en tout cas pour l'instant. Les MAEC le sont, je pense, oui, oui, il y a une couche. Est-ce qu'elle est sur Wallenmap, tiens, nous, on a l'information, c'est une bonne question. Les investissements, c'est pas le cas. Après, il faut rester à ce stade-ci, comme on l'a déjà dit, hein, les investissements, ça existe depuis le début de cette PAC, mais au début, il n'y avait personne qui s'en occupait, donc la première année, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, on est encore dans une mesure assez jeune, et ça prend un certain temps entre tout le dispositif pour arriver jusqu'à la réalisation. On se rend compte que ça peut. Il y a aussi des démarches administratives là-dedans, donc ça peut vite prendre un an. Voilà. Et donc, nous, on arrive là maintenant dans les périodes de vraiment de réalisation, quoi. Donc, si je vous montrais même une carte, vous voyez tout de suite qu'à l'échelle de la Wallonie, c'est assez limité. Il faut le reconnaître. Voilà. Mais nous, évidemment, oui, nous, on tient une cartographie de ce qui est réalisé, quoi. Ouais. Je vois qu'il est tout doucement. À des fins de gestion interne, en fait. Il est tout doucement 14 heures, donc on va bientôt clôturer. En tout cas, merci en tout cas, Louis, pour ton intervention. Donc, je rappelle à tout le monde, si vous voulez revoir cet épisode et même la présentation en PDF sera disponible sur la plateforme Wallakis, donc qui est la plateforme de la partage de connaissances et d'innovation en agriculture en Wallonie. Et donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 30 octobre. Cette fois-ci, on va aller directement dans la parcelle et on va voir avec Green Octech tous les trucs et astuces et vraiment les aspects pratiques pour préserver la qualité de son sol agricole. Voilà, merci à tous pour votre participation et une belle après-midi. Merci.